Je suis bénévole entre autres pour diverses associations, mais avant tout je suis, je pense, humaine. C'est pour moi une question de... C'est même pas une question, c'est pour moi une logique en fait. J'ai commencé par faire un peu de bénévolat à Calais, où j'ai connu déjà l'horreur, l'horreur des camps de Calais, on peut voir l'immensité. Puis on me disait tout le temps qu'à Dunkerque, c'était pas pareil, c'était plus petit, il y avait moins de monde, il y avait moins de besoins à Dunkerque. Donc moi, habitant Dunkerque, j'allais à Calais régulièrement aider. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré la famille de Chadi, qu'on a pu voir aujourd'hui. Et un jour, je me suis dit bon, mais il faudrait quand même que j'aille voir à Dunkerque, que je vois des photos des Anglais sur le site. Ça m'a pas l'air d'être vraiment top. Et sur Facebook, j'ai vu des petites Anglaises qui venaient en fait pour la première fois au camp de Dunkerque. Et puis je leur ai proposé de me joindre à elles pour voir comment était vraiment le camp de Dunkerque. Et là, je crois que j'ai connu la pire chose que j'ai pu connaître dans ma vie. De la boue, des rats, des détritus, des excréments, des enfants courant, s'amusant, riant, vivant dans... Pour moi, c'est un taudis. C'est pire que ce qu'on peut voir à la télé, en Afrique, dans les bidonvilles, au Brésil. Non, au-delà de la détresse, c'est les conditions sanitaires qui sont indignes d'un pays comme la France. Pour moi, on est la France, le pays des droits de l'homme. Je ne sais pas où sont les droits plutôt de mettre des gens dans de la boue. On parle aujourd'hui de SDF, je veux bien l'entendre ou autre, mais aujourd'hui les SDF, on les cloître pas dans un tas de boue, en les empêchant de sortir ou de rentrer, et en leur disant voilà, vous restez dans votre tas de boue, vous vous roulez dedans, vous dormez dedans, vous vous débrouillez. Non, moi aujourd'hui, voilà, j'ai énormément de mal à comprendre, et voilà, c'est l'histoire qui m'a amené donc à connaître le camp de Dunkerque et à retrouver la famille de Chadi qu'on a pu voir cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le tir de passeur? Mardi, donc en fait, nous on était dans la tente, comme aujourd'hui, occupés de boire un thé tranquillement. Quand on a entendu, pour nous, des pétards, c'était... le nouvel an, donc bon c'est tout, on continue, on entend que ça affole un petit peu à l'extérieur et ça s'agite, donc on sort la tête de la tente et là on entend de nouveau ces pétards. Les hommes se sont regroupés, les femmes ont pris leurs enfants, ont couru dans les tentes avec leurs enfants. Nous, on a crié comme on a pu pour appeler les enfants à rentrer dans la tente. C'est Alias ou Anas qui est arrivé, qui nous a dit papa, police, mafia, papa. Et là, je lui dis tu rigoles, c'est pas des tirs qu'on entend. Voilà, pour nous, c'était des pétards. Il nous dit non. Donc là, bon, le stress est quand même... il faut admettre, le stress est monté. Moi, nous pensions que le combat avait lieu entre la mafia et la police qui était à l'extérieur. Voilà, nous, c'est ce qu'on pensait. Donc on a préféré mettre la famille à l'abri. De là, Hadji nous a couverts, nous a protégés pour qu'on puisse nous sortir du camp. Sans être atteint par les balles qu'on pouvait entendre derrière. Et c'était effectivement pas la police, c'était des clans entre eux qui se fusillaient, faut le dire comme c'est. Voilà, c'était. Mais quand on dit aujourd'hui 3 tirs, alors je veux bien que 3 sons, mais c'était pas que 3 tirs. C'était Beaucoup de tirs. À quelle heure? Alors ça a commencé, moi je le sais parce que je l'ai mis sur Facebook, non ça a commencé à 15h15 la première fois. Oui. La première fois et nous on est sortis du camp à 4h15. Voilà. On est resté 1 heure quand même. Voilà. Il y a eu 3 détonations de pétards pour nous entre 15h15 et 16h30, l'heure où on est sorti du camp. Voilà. Mais combien de tirs? Je dirais pas. Non, pour moi c'était une dizaine de tirs, une dizaine ou 10 échanges de tirs. Ça pouvait être aussi, tu sais, des échanges de tirs. Mais pour moi, 10 détonations à 3 intervalles.
Et à chaque fois, 10 intonations. Voilà. Voilà. C'était, on s'est cru, enfin moi quand j'ai sorti la tête, que j'ai vu ces femmes prendre les bébés et courir vers l'extérieur, on s'est cru en Irak, on s'est cru, il faut être honnête, on s'est cru, les femmes sont sorties du camp, ont été se cacher derrière les maisons sur le trottoir d'en face. La distance, hein. Elles sont parties dans les jardins, se réfugier avec les petits enfants, les petits bouchons. C'était et quand tu sortais, tu avais la police qui était là avec les. À l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, je sais pas quelles armes ils avaient, hein, mais eux ne tiraient pas. Eux ne tiraient pas, bien sûr, hein, mais ils nous couvraient. Mais la police voilà. n'a pas tiré. La police n'a pas tiré. Non, non, bon. J'ai vu beaucoup d'enfants petits, et de femmes, et de bébés, beaucoup. Très petit. Je dirais c'est prioritairement, c'est les familles qui étaient au camp de Calais, qui étaient donc tout près de l'école, qui sont venues maintenant à Dunkerque, donc elles se sont regroupées. Donc, moi je dirais qu'il y a peut-être sur la moitié du camp, pour moi, ce sont des familles. Si c'est pas les 3/4 du camp qui sont des familles. C'est vraiment un camp qui regroupe les familles. Qu'est-ce que la police a fait? Donc la police a sécurisé en fait la sortie du camp et l'entrée. Donc aux alentours de 4h30, on ne pouvait plus rentrer ni sortir. Vu que nous on a voulu toutes les deux avec Sophie aller récupérer les enfants lorsqu'on a vu que c'était la mafia était encore à l'intérieur, enfin les tirs étaient encore à l'intérieur, la police nous a interdit de re-rentrer dans le camp. Il y a dû y avoir une opération, alors je pense vers 5h30, je ne sais pas si je me trompe Sophie, ils sont intervenus je pense sur le coup de 5h30, où ils sont rentrés dans le camp pour aller voir ce qui s'était réellement passé. On parle de diverses armes retrouvées, notamment des armes de poing et aussi des armes blanches. Mais c'est ce qui a été remonté par les médias. Donc nous on les a pas vus, non. On les a juste entendus. Et quelques femmes et enfants sont restés dans les campements. Oui, beaucoup. Je ouais. dirais il y a une dizaine de femmes et d'enfants qui sont sortis au final de ça, c'est tout. Celles qui étaient au bord en fait, celles qui étaient au bord quand elles ont vu tout le monde courir et sortir, elles sont parties, mais les autres femmes ont été se réfugier dans leur tente, comme on peut se réfugier dans une maison, mais une tente. C'est pas des murs. Pas de protection. C'est pas des murs. C'est pour ça que nous on a voulu. C'est très dangereux, c'est une balle. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui rigoler en me disant ah tu t'es sauvé, enfin t'es parti en courant, tu as eu peur. Et eux sont habitués. Et c'est triste à dire, mais eux sont habitués à vivre ça. C'est ce qu'ils me disent. Eux dans leur pays, c'est ça tout le temps. Et il y avait cette dame qui était avec les bébés dehors hein, quand on est sorti, qui me dit mais en Irak on me tire dessus, à la frontière en Hongrie on me tire dessus, et j'arrive en France, on me tire encore dessus, mais où je m'en vais, où je vais avec mes enfants, un enfant de 2 ans, 1 an, et un bébé dans les bras. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à cette femme? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? On est impuissants, mais on nous dit qu'il faut pas rentrer parce qu'on n'a pas de papier. Et les enfants, comment ont réagi? Les petits étaient très Shadi, hein. Shadi sautait dans mes bras et elle me lâchait pas. Les plus grands, on voyait malheureusement les garçons qu'ils étaient habitués à ça. Ils n'étaient pas plus apeurés que ça. Voilà, on voyait dans leurs yeux que ça leur rappelait quelque chose. On a vu dans le regard des hommes une certaine froideur. Je pense un souvenir, le souvenir de... Voilà, on sait ce que c'est. Mais les femmes et les enfants, les petites filles, là c'était une détresse horrible. Là on a vu la peur dans leurs yeux et on a plus pensé à les protéger eux qu'à se protéger nous. C'est ça qui est la détresse. La détresse, les enfants c'était une détresse le câlin, la protection, alors que... Comment voulez-vous qu'on les protège? Mais bon, c'est l'instinct. Ah Sophie, c'est vraiment l'instinct. Voilà, non, disons qu'avec Sophie, c'est une très belle histoire parce qu'on est toutes les deux, je pense, passionnées par ces familles, passionnées par la détresse de ces familles. On s'épaule, on a vraiment besoin dans ces moments-là d'être épaulés et de se soutenir, que ce soit pour la fusillade, mais que ce soit aussi pour tout ce qu'on peut voir là-bas, la détresse de ces gens, le fait qu'on veuille les aider, mais qu'on ne peut pas toujours. Et c'est important aujourd'hui d'être tous unis, d'être tous soudés pour soutenir ces personnes. Et puis on va y arriver, on va pas lâcher.
On va y arriver. Quelque chose, s'il y a un appel que je voudrais faire passer aux gens qui verront, qui entendront, qui verront ce reportage, c'est il y a un moment où il faut pas oublier qui on est, d'où on vient. Il faut surtout arrêter ces propos racistes, ces propos discriminatoires. On est tous des humains. Là, on parle d'humains, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, mais aussi que ce soit des hommes. Des fois, on me dit ces hommes, mais ces hommes avant, c'était des enfants. Ces hommes, les 3/4, ont l'âge que mon fils peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire 15 ans. Voilà, donc l'humanité. N'oublions pas qu'on est humain, qu'on est avant tout des personnes, qu'on a tous un cœur. Et voilà, soyons unis. On peut parler des attentats qu'il y a eu là récemment en France, où il y a eu ce mot d'ordre qui a été soyons unis face à Daesh, soyons unis face à ces malheurs. Unis combien de temps? Unis 2 semaines pendant les attentats, et après dès qu'on parle de réfugiés ou de migrants, ce sont des animaux, il faut qu'ils rentrent dans leur pays, il faut qu'ils rentrent... Voilà, aujourd'hui on est tous citoyens du monde, et leur pays c'est le monde, et leur pays c'est mon pays. Voilà, et le message que j'ai à passer aujourd'hui, c'est l'humanité et l'amour. C'est l'amour qui réglera tout, tout simplement. C'est Daesh, principalement Daesh ou Al-Qaïda, c'est l'extrémisme, c'est les violences, ou c'est les lois, ou les dictatures. Il faut voir aussi qu'en Iran, j'ai encore vu hier qu'un père est autorisé à épouser sa belle-fille de 12 ans, je crois. Enfin bref, sa fille adoptive, je crois, ou quelque chose. Non, il y a aussi, alors il y a l'extrémisme, il y a les attentats, il y a aussi les dictatures, il y a les lois. Enfin voilà, on part vers. Je pense qu'aujourd'hui, comme je dis, on est en France, on est le pays des droits de l'homme, il y a les accords de Genève, on doit accueillir tout réfugié de guerre qui fuit son pays pour des causes qui sont significatives. Aujourd'hui, ces gens quittent leur pays pour des choses qui sont significatives. On parle de l'Irak, on parle de l'Iran, principalement dans le camp de Dunkerque. Moi, j'ai accompagné un jeune Afghan pour qu'il ait ses papiers donc légalisés en France. On me dit aujourd'hui que l'Afghanistan n'est pas un pays considéré comme en guerre. Si l'Afghanistan n'est pas en guerre aujourd'hui, je ne sais pas quel pays il est. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le jour où les accords Dublin seront déjà modifiés et rétablis, les choses iront peut-être mieux.